Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce magazine spécial 35e session ordinaire de l'Union africaine. Nous sommes justement ici au siège de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie. Et vous le savez, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a cédé le samedi dernier les commandes à son homologue sénégalais Macky Sall au terme d'un mandat d'1 an à la tête de l'Union africaine. Au cours de ce magazine, nous allons essayer de dresser un bilan et parler des acquis de la mandature de la République démocratique du Congo à la tête de cette institution continentale. Et pour commencer, nous vous proposons un résumé de la session ordinaire ouverte le samedi et clôturée le dimanche 6 février 2022 avec en toile de fond les moments importants de cette session, notamment la passation de pouvoir entre le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son homologue sénégalais Macky Sall, mais aussi la remise du premier grand prix panafricain de la littérature. Au son de cloche, l'attention de l'Assemblée est accordée au président de la conférence. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a ouvert ce samedi les travaux de la 35e session ordinaire de l'Union africaine qui va sans surprise consacrer les mérites de la mandature de la RDC à la tête de l'Union. Excellence, Monsieur le Président Antoine Félix Tshisekedi, au moment où vous allez passer le témoin, permettez-moi de vous exprimer mes vifs remerciements. Je salue l'excellente expérience de travail convivial, fructueux et intense que nous avions eue avec vous et sous votre leadership. Sur cette note satisfaisante, au vu de la situation difficile et des efforts consentis pendant 1 an, le président Félix-Antoine Tshisekedi va transmettre les attributs du pouvoir au président Macky Sall du Sénégal, qui va diriger l'organisation jusqu'en 2023. La présidence de l'Union africaine était bien plus qu'une simple mandature pour la RDC qui en a fait tout un projet avec un objectif, celui de promouvoir l'identité culturelle africaine. Dans son discours bilan, le président sortant de l'Union africaine a, après avoir peint les acquis de sa mandature, proposé à l'organisation de décréter une décennie consacrée à la culture africaine, question de marquer un peu plus l'identité culturelle africaine. Cette année, grande année culturelle, a été aussi marquée par des initiatives fortes telles que la traduction de l'hymne de l'Union africaine en lingala, la production d'une chanson panafricaine ou encore la création du Festival panafricain de Kinshasa et l'organisation d'un colloque sur la reconstitution des biens culturels. Je voudrais en particulier souligner l'innovation de la célébration de la journée culturelle africaine et afro-descendante et de la création du Grand Prix panafricain de littérature. Il a également été créé dans mon pays une maison de la culture africaine et afro-descendante. La charte de la renaissance culturelle africaine, adoptée en 2006 à Khartoum, a obtenu l'ensemble des ratifications attendues des États membres. Son entrée en vigueur depuis le 25 mai 2021 permet l'affirmation de l'identité culturelle commune des peuples d'Afrique. 2021, dite année de première à l'Union africaine, a également vu une Camerounaise recevoir le premier Grand Prix panafricain de la littérature institué par la RDC. Grâce à son superbe roman Les Aquatiques, Oswald Lewatt entre dans l'histoire du continent. Je suis très heureuse d'avoir reçu ce Grand Prix de littérature panafricaine. Je crois que c'est un prix qui manquait en Afrique. On a souvent des prix littéraires qui sont décernés en Occident et parfois on entend dire mais pourquoi l'Afrique n'a pas de prix? Mais maintenant c'est le cas. Je suis extrêmement honorée d'être la première lauréate. Je ne m'y attendais pas, notamment parce que c'était un jury exigeant, pointu, des auteurs et autrices que j'estime énormément qui ont jugé ce prix-là et qui l'ont distingué. De me voir décerner un prix en Afrique par des Africains, par les miens, sur le continent où je suis née, où j'ai grandi, en rajoute à ma joie et ma gratitude. De recevoir le prix du président Tshisekedi, je trouve que c'est un grand sourire de l'histoire, puisque j'ai vécu à Kinshasa pendant 8 ans et j'ai souvent eu l'occasion de rencontrer le président Félix Tshisekedi, de rencontrer son papa, et aujourd'hui qu'il me remette ce prix-là des années plus tard à Addis Abeba, c'est un beau sourire de l'histoire.
d'être distinguée en tant que femme, forcément aujourd'hui, c'est dans l'air du temps, il faut bien que je sois la première femme mais surtout c'est en tant qu'écrivaine, je me sens certes femme bien sûr, mais je me vois d'abord comme une écrivaine qui a un regard sur le monde, qui pose une vision sans doute singulière du fait que je sois une femme et que cette vision-là soit partagée par beaucoup de gens, notamment ici à Addis Abeba et par un jury fait d'hommes et de femmes, forcément c'est un clin d'œil qui ne peut être qu'agréable. Après l'accent mis sur la culture par la RDC en 2021, le Sénégal lui souhaite bâtir une résilience en matière de sécurité nutritionnelle et alimentaire sur les continents africains. Cette session ordinaire à l'ordre du jour chargé prendra fin ce dimanche. Après Paul Kagame et ses réformes à l'Union africaine ou encore Cyril Ramaphosa et sa lutte contre la Covid-19, on parle désormais de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et la promotion de l'identité culturelle africaine. Quel bilan dresser finalement de cette mandature de la République démocratique du Congo à la tête de l'Union africaine? Nous avons, pour essayer d'avoir une réponse à cette question, tendu notre micro au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula Apala, nous parle des acquis de la mandature de la RDC à la tête de cette institution continentale. Je crois que pour émettre un jugement de valeur objectif, il faut contextualiser l'exercice du mandat qui a été confié au chef de l'État pendant une année comme président d'exercice de l'Union africaine. Et de ce point de vue, il est essentiel de relever d'abord le contexte général de la Covid-19 qui pendant toute l'année passée n'a pas permis au chef de l'État d'avoir la mobilité nécessaire, c'est-à-dire de faire le mouvement nécessaire pour le meilleur exercice de sa fonction et surtout de réunir comme il se doit en présentiel ses collègues parce que vous savez qu'il y a la télévision, il y a les distanciels, mais la chaleur de la communication n'est mieux rendue que lorsqu'on est face à face. Il faudra aussi, et c'est essentiel également, souligner que la fonction qu'il a exercée avant lui était plus une fonction protocolaire. Il faut voir maintenant, lorsque Tshisekedi arrive, quel est le contenu qu'il a donné à la fonction. La fonction de président en exercice est devenue une fonction plus ou moins active. J'ai dit plus ou moins parce qu'il y a d'autres organes de l'Union africaine. Ce n'est plus un président protocolaire qui est là pour des grands événements, mais c'était devenu, ou c'est devenu aujourd'hui, un président attentif, un président actif qui initie, qui assure le suivi sur le terrain, qui communique, qui est en contact permanent avec la Commission de l'Union africaine, plus précisément avec le président de la Commission de l'Union africaine. C'est un président qui se déplace autant que faire se peut en dépit de la Covid-19. Donc, il faut tenir compte de ce contexte-là. Il y a évidemment aussi une série d'enjeux qu'il a trouvés et surtout la thématique qui a été retenue pour l'année. C'est une thématique essentiellement culturelle. Sur le plan de la culture, il y a la Journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante qui a été organisé et qui est aujourd'hui un élément essentiel en matière de culture. Le Grand Prix panafricain de la littérature qui a été institué sous le mandat du président Tshisekedi, et si vous étiez dans la salle, vous aviez vu que avant-hier, le samedi 5, lorsqu'il y a eu passation de pouvoir, il a remis ce prix à une dame camerounaise, Madame Oswald, qui est la première africaine qui a obtenu ce prix, et ce n'est pas du chimère. Vous avez en dehors de cette maison de la culture africaine et afro-descendante, il y a aussi un élément qui est vraiment au carrefour de toute l'action, c'est l'affirmation de l'identité culturelle africaine au sein du continent. Cette identité qui devient une vraie réalité. Et je pense que ça devra continuer. Il y a d'autres réalisations qu'on peut citer. Il n'y a pas que de ce point de vue-là. Il a été organisé
par le président Tshisekedi à Kinshasa le premier colloque panafricain sur l'albinisme. Il y a eu le mini-sommet sur la masculinité positive et vous avez vu que cette action a eu la reconnaissance de tous ces pairs qui l'ont consacré par une décision solennelle comme champion de la lutte contre les violences exercées sur la femme. Et il faut que l'opinion comprenne. Ici, quand un chef d'État est proclamé, est érigé en champion d'une thématique donnée, ça signifie qu'au sein de l'institution, au sein de notre organisation, c'est lui qui est désormais responsable de cette thématique-là. C'est de lui qu'on attend les initiatives, les actions, les mesures pour faire triompher la cause qui lui a été confiée. Plus précisément ici, dans les années à venir, certainement que le président va s'organiser, d'autres services de l'État au niveau du gouvernement de la présidence autour de lui, pour poursuivre le combat en faveur des femmes qui sont victimes des violences de la part des hommes. Effectivement, c'est pour ça qu'on parle de la masculinité positive. Et ces initiatives, ces actions, les projets qu'il va initier seront portés et soutenus par l'Union africaine. Et on ne doit pas oublier non plus qu'il a tellement bien travaillé que, conformément aux règles de la maison, finalement, la RDC est restée au bureau comme rapporteur. Et rapporteur, évidemment, ce n'est pas pour prendre de notes, il y a le secrétariat général. Rapporteur, c'est-à-dire que la RDC sera toujours présente au bureau de l'Union africaine. C'est vraiment très, très, très important. Le président a été couronné à bon droit, c'est un mérite. Et il faut l'en féliciter et il considère ça comme aussi une responsabilité, d'où il faut beaucoup de dynamisme, beaucoup de créativité. Il faut citer aussi l'Académie des jeunes à Kinshasa. Je crois qu'il y a à peu près 3-4 jeunes qui travaillent déjà dans cette structure à Kinshasa et on peut continuer la liste de réalisations. Mais disons qu'il y a aussi, sur le plan purement politique, on peut retenir les dimensions suivantes. Il y a la dimension, si vous voulez, visibilité de la RDC, au-delà de la personne du président. Parce que n'oubliez pas qu'aussitôt qu'il est arrivé au pouvoir, le président a lancé des signaux forts, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, pour dire qu'à tout prix, il se battra pour le retour de la RDC sur la scène internationale. N'oubliez pas aussi que dans le programme de gouvernement qui a été adopté à l'unanimité par l'Assemblée nationale, à ce qui concerne mon ministère, il y a une assignation forte, c'est faire en sorte que la RDC participe au leadership africain et pourquoi pas au leadership mondial. Et aujourd'hui, il est clair que la RDC compte au sein de l'Union africaine. Il est clair que la RDC a des idées à soumettre. Il est clair aussi que l'isolement diplomatique qui a caractérisé notre pays avant le président Tshisekedi, cet isolement est totalement éliminé et nous sommes parmi ceux qui comptent, ceux qui participent effectivement par son action, par nos propositions à la gestion des affaires de notre continent. Il y a la dimension des enjeux du moment et à ce qui concerne la Covid-19, vous avez vu, vous avez entendu, le président s'est battu bec et ongle pour non seulement obtenir qu'il y ait de produits pour faire élargir la couverture de tests anti-Covid, mais aussi la couverture des médicaments. Et aujourd'hui, l'Afrique est entrée dans la voie de la production de vaccins, notamment à travers le Sénégal, à travers l'Afrique du Sud, à travers le Rwanda. Et je crois que l'Égypte, nous aussi d'ailleurs, on a l'ambition d'aller de nous intégrer dans cette dynamique de production de produits. Et le président s'est battu à Paris, nous étions là avec lui, à la réunion, à la conférence sur les économies africaines post-Covid. Il s'est battu à Paris aux côtés de Macron et des autres chefs d'État pour obtenir que sur les 600 milliards de droits d'État spéciaux dont dispose le FMI pour le compte de l'économie mondiale frappée par la Covid, en dehors de 33 milliards
qui ont été destinés en Afrique, ça ne signifie absolument rien. Le président, aux côtés des autres chefs d'État, s'est mis dans le combat et aujourd'hui, on a accepté le principe que les pays riches rétrocèdent l'équivalent de 100 milliards de DTS en faveur de l'Afrique. Toujours d'autres dimensions, paix et sécurité. Le président s'est impliqué pour la gestion du conflit opposant l'Éthiopie d'une part à l'Égypte et au Soudan concernant le barrage éthiopien de la Renaissance. Nous étions très avancés, contrairement à ce qu'on dit, et il est le seul, c'est un conflit qui date depuis 10 ans. Il est le seul chef d'État qui a pris son bâton de pèlerin pour parcourir l'Éthiopie ici, à Addis Abeba, le Soudan à Khartoum et le Caire en Égypte pour obtenir un consensus autour du principe de la reprise des négociations. Et sous ces instructions, j'ai fait le tour aussi, la tournée, j'ai remis des documents de travail et nous étions prêts. Malheureusement, il y a eu la guerre d'Éthiopie avec ce qui s'est passé au Tigré. Et vous savez qu'au Soudan, jusqu'à aujourd'hui, pratiquement, il est difficile d'entrer dans ce genre de négociations parce qu'il n'y a pas de stabilité politique. De ce côté-là, on a avancé, on a fait une proposition, on a mis dans la tête du Conseil de sécurité des Nations Unies l'idée aux problèmes africains, il faut des solutions africaines et le Conseil de sécurité a reconnu ce principe-là et cela grâce à Félix-Antoine Tshisekedi, sinon le Conseil se serait déjà saisi des dossiers avec toutes les implications que cela comporte notamment sur l'image de l'Afrique. Congo is back, ce qui était encore hier un simple slogan prend de plus en plus forme. Depuis un temps, plusieurs Congolais prennent le devant sur la scène internationale. Ici sur place au siège de l'Union africaine, nous avons croisé une compatriote qui occupe un poste important au sein de cette organisation continentale. Tenez, elle est directrice de ressources humaines de l'Union africaine. Nous avons jugé bon de vous présenter son portrait que voici. Je suis Nadège Tindou. Je suis actuellement la directrice de la gestion des ressources humaines à l'Union africaine. J'ai un master en ressources humaines. Mon parcours, j'ai évolué dans le domaine des ressources humaines, notamment en tant que directrice depuis plus d'une dizaine d'années dans différentes organisations internationales. Et depuis novembre, j'ai pris ce poste à l'Union africaine en tant que directrice des ressources humaines de la Commission de l'Union africaine. Je suis arrivée dans cette phase qui est appelée la réforme. Donc c'est une réforme qui a été engagée au sein de l'Union africaine depuis au moins deux bonnes années, enfin plus de 2 ans maintenant. Et dans le cadre de cette réforme, le système de recrutement a été totalement revu pour s'assurer qu'il est complètement basé sur la méritocratie. Alors de ce fait, une annonce a été publiée concernant la vacance de ce poste. J'ai postulé et j'ai eu l'opportunité ensuite d'être convoquée pour la suite. Ce que j'apprécie aujourd'hui dans la commission de l'Union africaine, c'est que tout est basé sur les compétences dans le cadre du recrutement. Peut-être que hier, des personnes pouvaient avoir des doutes et ne se sont pas nécessairement positionnées sur les offres qui étaient publiées. Mais aujourd'hui, moi, je peux vous assurer que tout est basé sur la méritocratie, sur les compétences, sur le niveau, le nombre d'années d'expérience. Et c'est dans ce cadre-là que ma candidature a été étudiée et que j'ai eu, parce que moi, je suis chrétienne et je ne peux pas m'empêcher de le dire, j'ai aussi, par la grâce de Dieu, l'opportunité d'être retenue pour ce poste. Étant directrice de la gestion des ressources humaines de la Commission aujourd'hui, je peux dire que par rapport au Congo, qui a quand même parce qu'aujourd'hui tout est organisé par quota entre les États membres. Et malheureusement, je peux constater que le Congo est sous-représenté. Ça veut dire qu'en fait, on n'a pas suffisamment, par rapport aux droits de la RDC, suffisamment de Congolais titulaires d'un poste
permanent, régulier ici au sein de la commission de l'Union africaine. Et je trouve ça dommage parce que je suis convaincue, de par mon expérience au Congo quand même, pendant de nombreuses années, que notre pays regorge de talents. On a des forces, assurément, que ce soit dans le domaine juridique, aujourd'hui dans le domaine de la digitalisation et l'innovation. Côté digitalisation et innovation, je pense que nous sommes très très bien placés. On a des capacités. Mais je pense qu'aujourd'hui, le jeune Congolais, et même le plus expérimenté, plus senior, peut croire qu'il est possible de postuler et d'être appointé au sein de la Commission de l'Union africaine pour pouvoir apporter aussi notre contribution dans le développement du continent. On ne postule pas suffisamment, même sur les postes de décision, on n'est pas suffisamment présent, alors que ce n'est pas faute d'avoir les capacités nécessaires pour le faire. Moi, j'encourage vivement les jeunes Congolais. L'accent a été mis par le chef de l'État sur la jeunesse et sur la femme. C'est ce qu'il a fait pendant sa mandature en tant que président de l'Union africaine. Et j'encourage vivement, donc moi aussi en allant dans ce sens-là, j'encourage vivement les jeunes à se positionner. C'est important. On ne peut pas être absent d'une telle institution décisionnaire quand même de tout ce qui se passe sur le continent. Il faut qu'ils soient à l'écoute des opportunités qui se présentent au sein de l'Union africaine, d'une part. Il y a aussi la possibilité, en candidature spontanée, de postuler sur tout ce qui concerne les jeunes volontaires. Donc les jeunes volontaires, c'est aussi une porte par laquelle les jeunes peuvent arriver, où ils sont exposés au sein de la Commission de l'Union africaine à différentes filières, quel que soit le niveau d'expérience qu'ils ont. Ils peuvent se positionner dessus pendant 1 an, voire 2, et ensuite, fort de leur expérience, aller beaucoup plus loin et avoir l'opportunité d'avoir une carrière fructueuse au sein de la Commission. Mon seul regret quelque part, et là je parle à l'ensemble de mes compatriotes, c'est des fois le niveau d'impatience qu'on peut avoir. C'est-à-dire qu'une personne vient à peine d'arriver et au bout de 3 mois, on lui demande des résultats. Quand on travaille sur la transformation déjà même d'une organisation simple, ça prend des années. Alors un pays avec la taille du Congo et tous les enjeux qu'il y a, ça va nécessairement prendre du temps. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'on ne voit pas des résultats et ainsi de suite, mais je suis convaincue qu'il y a un travail de fond qui est en train de se faire pour que le Congo revienne sur la scène internationale, sur la scène diplomatique. Et je pense que j'en suis un fruit. Il faut laisser le temps aux choses de maturer et il faut apprécier après. Il y a des choses pour lesquelles, effectivement, il est nécessaire d'avoir des actions qui soient immédiates, mais pour les autres, un travail de fond comme faire revenir un pays sur la scène internationale, ça prend forcément du temps et il faut qu'on laisse le temps au président de faire son travail. Après l'Union africaine, vous le savez, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo va diriger la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC. Quels sont alors les enjeux et défis qui se présentent face à cette mandature de la République démocratique du Congo à la tête de cette institution? Nos reporters se sont rapprochés de quelques responsables, notamment le président de la commission. La CEAC, c'est un outil d'intégration que les chefs d'État de la région ont créé au 18 octobre 1983 à Libreville. Le premier secrétaire général de la CEAC était un ressortissant de la République démocratique du Congo, à l'époque Zaïre, professeur Londa Bolulu. Après le deuxième secrétaire général, aussi un ressortissant de la République démocratique du Congo, l'ambassadeur Kassassa. Après est venu un ressortissant de la République du Congo, des ressortissants de la République du Tchad et depuis le 1er septembre 2020, moi, un ressortissant de la République d'Angola. Donc la CEAC va déjà dans sa version 3. La première version était visait seulement l'intégration économique. N'a pas beaucoup marché, mais ça a été l'objectif, l'intégration économique seulement.
La deuxième version qui commence en 1990, c'est où la CAC, à part l'intégration économique, cherche aussi à traiter les affaires de la gouvernance. On était la chute des murs de Berlin et tout ça, ça a été la mode. Donc la CAC a aussi commencé à prêter attention à la gouvernance. Et en 2020, après la réforme qui a commencé en 2015, c'est la version 3 où les chefs d'État ont décidé de faire la CAC du peuple. Donc, qui traite les affaires économiques et financières de la région, les affaires de la gouvernance, la bonne gouvernance, et pour servir au peuple. Donc nous sommes dans la version, la CAC du peuple. La réforme a établi une nouvelle structure. Aujourd'hui, il n'y a pas un secrétariat général, il y a une commission qui a un président, un vice-président et 5 commissaires chefs de département. Donc nous avons 5 axes d'intégration. L'intégration politique, paix et sécurité, l'intégration économique et financière, c'est un autre département, l'intégration physique et aménagement du territoire, l'intégration sociale et de genre et l'environnement et le développement rural. Quand le président de la République, son Excellence, Monsieur le Président Félix Tshisekedi Tshilombo, a reçu la délégation de la CEAC à Kinshasa il y a quelques mois, nous avions évoqué, sachant qu'il allait prendre la mandature de la CEAC cette année 2022, nous avions évoqué quelques thèmes qui pourraient constituer l'ossature de sa mandature cette année. Et parmi celles-là, nous avons voulu nous inspirer de ce que nous savons est déjà un point important au niveau national, qui est la dimension sociale. Et donc dans nos échanges, il a été évoqué le besoin de renforcer le travail qui est fait au niveau de la sous-région. Quant à cela, il s'agit notamment de la dimension de la santé. Vous savez que depuis 2019-2020, fin 2019, début 2020, nous sommes en train de combattre un fléau, une pandémie mondiale, donc la pandémie de la Covid-19. Il n'y a pas que celle-là, il y a d'autres fléaux du domaine de la santé qui nous préoccupent, aussi bien de la petite enfance jusqu'au-delà. Donc la santé va demeurer l'un des points centraux de la mandature de son Excellence, Monsieur le Président Félix Tshisekedi. Mais il y a également la culture. La culture a été élevée au plus haut niveau, du continent. Vous vous souviendrez qu'en 2021, les chefs d'État avaient désigné la culture et le patrimoine culturel comme le thème de l'Afrique. Et ça a coïncidé avec la mandature du président à l'Union africaine, à la mandature de l'Union africaine. Et donc nous souhaitons continuer, faire perdurer le travail qu'il a initié sous sa mandature à l'Union africaine au niveau de la sous-région. Et enfin, à côté de cela, nous avons également identifié l'éducation. L'éducation, comme vous le savez, sans l'éducation, sans le renforcement du capital humain, du développement humain, c'est très difficile de pouvoir rencontrer les grands défis auxquels nos États font face en termes d'infrastructures, de développement, aménagement du territoire, développement économique, etc. Donc ça fait partie de la triptyque que le président Tshisekedi a adopté et a présenté lorsqu'il a accepté de prendre la mandature de la CEAC le 19 janvier 2022 à Kintélé en République du Congo. Ce magazine est à présent terminé. Merci à vous de l'avoir suivi avec autant d'attention. Nous avons en tout cas tenté de couvrir pour vous les meilleurs moments de ce sommet 2022 de l'Union africaine ici à Addis Abeba en Éthiopie. Merci à la grande équipe qui nous a accompagnés. Antatina Torgalolonga à la photographie, Fiston Matondo, bienvenue Kabomba et Benjamin Moulamba à la prise de vue et montage. Merci à l'assistance de Patrick Moukadi. Merci également à Jean-Pierre Ouafona et Eric Nindou qui étaient à la coordination. A très vite pour une nouvelle couverture et un nouveau magazine. Bonsoir chez vous.